découvert Corentin tout à fait par hasard il y a une dizaine de jours en allant sur un site internet. Et en fait, j'allais chercher un ami, le fils d'un ami qui s'appelle Guénolé Gainé, puisque je connaissais son papa, Gilles Gainé, et les sites sont associés, donc j'ai découvert l'existence et la petite aventure qu'avait fait, ou la belle aventure qu'avait fait Corentin il y a justement une dizaine de jours, tout à fait par hasard sur internet, et je ne savais pas qu'il allait être présent ici à la FNAC pour une dédicace. Je suis un amateur de voile, et j'ai déjà fait quelques croisières, et ce que fait Corentin est quelque chose de formidable. Il faut le dire, c'est l'aventure maîtrisée avec aussi la prise en compte de tous les risques. Puis le résultat de tout ça, c'est un succès. Il a mené à bien un bateau qui est un frêle esquif fait en ficelle du Bangladesh, et il l'a ramené jusqu'en France. Et il est même passé dans des endroits qui sont aujourd'hui très dangereux, puisque le golfe d'Aden, la Somalie, la Corne de l'Afrique, et il a réussi à faire ça sans encombre. Bon, il vient de m'expliquer 2-3 petits points techniques. C'est un enseignement pour des jeunes qui ont des projets et qui veulent vraiment les mener à bien, qui veulent être cohérents dans leur réussite. Moi, je suis un abonné, un passionné aux écrans de l'aventure. J'ai loupé celle de l'an dernier, mais je les ai vus déjà 5 ou 6 fois, et je considère que c'est un événement majeur, encore trop méconnu, c'est un événement majeur sur la place de Dijon. Voilà. Oui, l'aventure de Taratari, c'est mon premier livre. Un an et demi après avoir terminé mes études d'ingénieur, j'ai eu vent d'une histoire, l'histoire de d'Yves Mars, un navigateur français qui a rejoint le Bangladesh avec une péniche il y a 17 ans et qui a transformé cette péniche en hôpital flottant. Et là, quelques années plus tard, il avait besoin d'un ingénieur pour l'aider à monter un chantier naval pour aider les pêcheurs du Bangladesh. Et donc j'ai eu vent de cette histoire-là et ça m'a décidé, je suis parti, j'aime bien cette région du monde. Et puis ça changeait d'un boulot à Paris aussi. Et donc je suis parti l'aider en début 2009. J'ai découvert le Bangladesh sur place, j'y étais jamais allé avant. Et j'ai découvert 2 choses. D'abord, c'est le pays de la plus grande flotte de bateaux au monde. Il y a énormément de bateaux parce qu'il y a beaucoup de rivières, de fleuves, etc. Tous ces bateaux ils sont principalement faits en bois. Mais avec la déforestation, le prix du bois augmente et ils sont obligés de trouver un nouveau matériau. Alors ils commencent à importer de la fibre de verre, mais ce qui n'est pas terrible écologiquement et ni pour le développement du pays parce que ça doit être importé. Et l'autre chose, c'est que j'ai découvert le monde du jute. Le jute, c'est ce qui faisait nos sacs à patates il y a encore une dizaine d'années en France. Et en fait, c'est une industrie qui est en pleine décroissance, donc ils cherchent aussi des débouchés. Et du coup, l'idée m'est venue de voir s'ils pouvaient construire leur bateau, non pas avec de la fibre de verre, mais avec de la fibre de jute. Écologiquement, c'est mieux, et puis économiquement, ça fait tourner le pays. La fibre de jute, en fait, c'est vraiment une spécialité locale là-bas, puisque ça pousse à plus de 90% dans cette région-là. Dans le monde, il y a rarement des endroits qui climatiquement collent bien avec la croissance de cette plante-là. Ça pousse en 3 mois, ça ne demande pas beaucoup de pesticides ni d'engrais. Ça fait une fibre qui est très résistante, qui est légère, qui ne coûte pas très cher. Ça prend surtout de la main-d'œuvre, donc ça fait vraiment vivre les gens là-bas. Il y a plus de 4 millions de familles bengalis qui cultivent le jute, plus tous ceux qui le transportent par bateau sur les fleuves, ceux qui le transforment, etc. C'est une grosse industrie, ils ont même un ministre du jute, et ça a fait la fortune du pays. C'était la première industrie jusqu'à la fin des années 80. Mais maintenant qu'ils commencent à utiliser des sacs en polypropylène, en plastique, toute cette industrie-là est en train de s'écrouler. Mais oui, l'idée c'est de garder leur savoir-faire qui date de plusieurs siècles, et d'en faire quelque chose de nouveau, plus adapté aux nouveaux matériaux. Mais en fait, ce qui m'a poussé dans toute cette histoire-là, c'est que je me suis donc aperçu de cette histoire de jute, qu'on pouvait en faire des bateaux, mais il me manquait de l'argent pour continuer les recherches et aboutir vraiment à un matériau intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le premier bateau avec le maximum de jute à l'intérieur. J'ai atteint 40%, donc j'ai créé Taratari, c'est un petit bateau de pêche du Bangladesh, de forme traditionnelle, ce qu'utilisaient les pêcheurs là-bas. Et en rentrant avec, j'avais déjà idée que ça prendrait environ 6 mois et pas mal de galères. En rentrant avec, je pourrais attirer des partenaires et des gens qui donneraient de l'argent pour faire un vrai laboratoire de recherche et continuer les recherches sur le jute, développer ça. Et donc c'est ça qui m'a motivé pendant tout le trajet. Et c'est vrai que c'était pas un trajet, c'était pas une croisière tranquille, mais j'étais toujours tiré par cette envie de développer ça, sachant que ça peut avoir un impact et écologique et social pour le pays très profitable.
à l'échelle du pays. Le fait d'être ingénieur, ça m'a beaucoup aidé et pour les recherches sur le jute et aussi pour la navigation, parce que je devais toujours réparer des trucs sur le bateau. Et donc c'était assez indispensable que je sois au moins, pas forcément ingénieur, mais au moins bricoleur sur le bateau. Je développe surtout ce matériau pour l'industrie locale. Parce qu'il y a déjà une telle demande, un tel marché, un tel potentiel pour la région du Bangladesh que je me concentre vraiment là-dessus. Après, chaque région du monde a sa plante, a sa fibre, et en France on a le lin par exemple, qui est une fibre encore plus résistante que le jute, qui coûte un peu plus cher à faire pousser, mais je pense que chaque région du monde doit se tourner vers ses ressources locales. Et donc je développe pas forcément ça pour l'Occident. La période que j'ai préférée pendant ces 6 mois, c'est la plus longue traversée du Sri Lanka en Oman. Ça a duré 1 mois et j'ai pas vu la terre, j'ai quasiment pas vu de bateau pendant 1 mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit rarement, de la solitude totale. Et c'est ce que j'ai préféré. Et effectivement, après 6 mois et pas mal de passages comme ça, de passer de la solitude au métro de Paris, c'est pas forcément évident. Et heureusement, je suis vite reparti au Bangladesh pour continuer mes recherches sur le jute, parce que ça donne un peu l'impression que tout est artificiel à Paris et que la vraie vie se passe plutôt au Bangladesh qu'en France. Ce qui m'intéresse en travaillant au Bangladesh, c'est de voir que c'est un pays qui est en plein développement, qui commence tout juste à se développer. Et ce qui est dommage, c'est que plutôt que d'envoyer nos cerveaux, nos scientifiques pour les aider à se développer selon ce qu'ils devraient faire, on envoie plutôt nos businessmen pour aller faire des usines, etc. Et donc ce qui me motive, c'est d'essayer de comprendre le Bangladesh, comprendre les gens, puisque les gens sont vraiment accueillants et géniaux là-bas, ont leurs particularités, leurs valeurs, et d'essayer de comprendre tout ça et de les aider à se développer en fonction de ça plutôt que d'importer des connaissances.